Bienvenue sur Leadershift, le podcast qui fait bouger votre leadership. Bonjour, c'est Vincent. Bienvenue dans un nouvel épisode de Leadershift. Cette semaine, comme promis la semaine dernière, on va faire une petite digression économico-philosophico, sociale, disons, pour parler de croissance. On a abordé la semaine dernière la question indirecte de « mais pourquoi est-ce qu'il faut croître ?» puisque l'épisode dernier était basé sur ce sujet, mais en prenant finalement la croissance comme une constante, quelque chose d'évident, une évidence, exactement, une évidence. La croissance est une évidence. Et puis dans la préparation de l'épisode, je me suis dit « vraiment ?» Et on va explorer ça pendant cet épisode. Alors, on va le faire de manière chronologique, comme souvent, parce que c'est en étudiant l'histoire qu'on comprend beaucoup de choses actuelles. On peut revenir très très loin en arrière, on pourrait parler d'Adam Smith, qui parlait pas de croissance, mais qui est peut-être le premier, ou un des premiers à théoriser les échanges, le commerce. Je dirais la théorie économique commence par la théorie du commerce. Mais on trouve pas, en fait, de croissance ou d'impératif de croissance, comme on l'a appelé, avant bien plus tard. Le premier qui nous parle de croissance, c'est un économiste révolutionnaire du 19e siècle, à barbe et moustache, allemand. Bien joué, Karl Marx. Il faut lire Le Capital, parce que j'ai lu des bouts ici ou là, et c'est très intéressant, c'est plein d'exemples pratiques, avec des chiffres, de la production, comment ça marche. Donc, même si vous n'êtes pas marxiste, surtout si vous êtes capitaliste, enfin tout le monde est capitaliste aujourd'hui, mais... Donc, c'est Marx qui le premier nous parle de croissance, alors pas de croissance comme nous on en parle aujourd'hui, mais de croissance du capital. Donc la logique est déjà présente chez Marx, et je vais essayer de vous la résumer. L'idée de Marx, que Marx découvre en fait, c'est que le capital, pour être du capital, doit croître. La survie du capital, c'est la croissance du capital. Pourquoi ? Si vous prenez un marchand, et là, alors, du commerce, on en fait depuis des milliers d'années. Un marchand, il échange pour couvrir un besoin. Par exemple, je suis boulanger, je veux acheter des habits à mes enfants. Je vends le pain, je prends l'argent de cette vente, et avec cet argent, j'achète un habit pour mon enfant. L'argent, c'est un moyen d'échange. Ça s'arrête là. Donc, on n'a pas besoin de faire croître cet argent. Et même s'il croît, c'est souvent pour acheter des biens et des services. Donc, il n'y a pas cette idée de croissance. Donc, pour tout ce qui est commerce, c'est pour ça que c'est relativement tard dans l'histoire humaine qu'on parle de croissance. Par contre, le capitaliste, ou la personne qui a du capital, la logique est inversée. Ça veut dire que, on peut imaginer un marchand qui devient riche. Il a d'argent duquel il ne sait plus quoi faire. Eh bien, avec cet argent, il va acheter par exemple une machine, il va acheter de la force de travail, et avec ça, il va produire des vêtements, directement. Il va acheter du coton, il a des métiers à tisser, des gens pour les faire fonctionner, et il va produire. Et en fait, le capitaliste, lui, son objet, c'est j'ai investi de l'argent, et à la sortie, j'ai quelque chose qui a plus de valeur. J'ai du coton qui a moins de valeur que l'habit. Parce que l'habit, je peux le mettre, le coton, je peux rien faire avec. Bon. Donc il y a une valeur ajoutée. Et donc c'est cette valeur ajoutée-là qui permet au capital de croître. Puisque cette valeur ajoutée, elle va retourner dans le capital, et on peut continuer, comme ça, à avoir un capital qui augmente simplement par la valeur ajoutée que le capital produit. Assez logique. Mais le problème, c'est que la croissance, du coup, c'est pas vraiment une option, mais c'est une conséquence obligatoire. C'est-à-dire que si vous imaginez un capitaliste qui n'a pas de croissance du capital, par exemple, il peut plus difficilement investir, par exemple. Donc, chez Marx, on a déjà une logique de capital, mais qui est quand même assez, circonscrite. C'est dans un domaine particulier, qui est l'achat des moyens de production, enfin, tout ce qui intéressait Marx à l'époque. Mais le moment fondateur de la croissance, c'est l'après-guerre. Pourquoi ? Grande dépression, Première Guerre mondiale, dépression économique, 29. Deuxième Guerre mondiale, le chaos économique est pas loin. Il y a des gens qui disent que c'est le chaos économique qui a projeté l'Allemagne nazie dans la guerre, dans le nazisme, donc dans la guerre.
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les États veulent restabiliser l'ensemble du système, et donc ils cherchent des outils pour mesurer, pour planifier, pour pouvoir gérer leurs économies. Et c'est à ce moment-là que naît le fameux produit intérieur brut, le PIB, conçu dans les années 1930 par un économiste, Simon Kuznets. Alors lui était déjà prudent, il disait « Le bien-être d'une nation ne peut guère être déduit d'une mesure du revenu national ». Mais ça, on l'a oublié. D'ailleurs, peut-être les plus anciens d'entre vous, je dirais si vous avez peut-être de 45 ans, voire de moins de 45 ans, plus de 45 ans, eh bien, vous vous souviendrez de politiciens, de politiciennes qui vous garantissent la croissance, qui vous disent la croissance, c'est vraiment ce qui est le plus important. C'est vraiment une promesse, carrément une promesse électorale. La croissance du PIB. En France, on appelait ça la croissance du pouvoir d'achat pour les ménages. Et donc, tout le monde s'y met. À la base, avec une bonne intention, comme toujours, de stabiliser une économie, c'est-à-dire on veut essayer de la faire croître pour pouvoir reconstruire. Il faut beaucoup investir. Donc on revient au capitalisme de Marx finalement, mais au niveau d'un État. Là, c'est plus une entreprise qui part, c'est un État. Et donc on va mesurer ce PIB, et donc la croissance du PIB va devenir quelque chose d'intéressant. Notez que le PIB mesure l'activité, pas la qualité de l'activité, ou la raison pour laquelle on a une activité. Alors, si vous avez un tremblement de terre, et que vous perdez des milliers, des centaines de milliers de vies, et que vous détruisez toute une série de choses, le fait que vous allez devoir reconstruire, c'est bon pour le PIB. La guerre, demandez aux Russes, actuellement, la guerre, c'est bon pour le PIB, ça permet de produire. Donc, on voit déjà ce qui viendra plus tard, au XXe siècle, au XXIe siècle, ces critiques du PIB. Mais pour l'instant, on est dans une époque où le PIB, c'est la vie. Et donc, croissance du PIB. Et en fait, au même moment que Kuznets crée le PIB, eh bien, des grands économistes que vous connaissez peut-être, John Maynard Keynes, l'économie keynesienne, comme on dit, dans la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie, propose une vision révolutionnaire qui consiste à dire que la prospérité, c'est pas tellement l'épargne des gens, mais c'est surtout la demande. Comment est-ce qu'on va pouvoir satisfaire la demande des gens, des ménages, des entreprises. Et donc, c'est tout ce que ces gens-là dépensent qui compte vraiment pour la stabilité et la prospérité. Puisque, encore une fois, on est après, il a écrit ça en 1936, donc on est après Première Guerre mondiale et première crise économique, mais juste avant la deuxième. Donc, la deuxième mondiale va encore peut-être même augmenter la confiance que font les États dans cette idée de croissance. Et donc, pour lui, c'est assez simple. Si la demande augmente, ça marche bien. Pourquoi ? Parce que la production doit augmenter. Donc le chômage baisse, puisqu'on a plus de gens, et donc la société va mieux. Le contraire étant vrai. Si la demande ralentit, la production baisse, le chômage monte, et la société s'enfonce dans la crise économique. Donc la conclusion est simple. Pour maintenir l'emploi et la stabilité sociale, il faut croître en permanence. L'État devient garant du cycle économique. C'est l'État qui s'occupe de mesurer le PIB, de faire... et donc il y a des gens qui sont en poste dans les exécutifs nationaux parce qu'ils ont promis une certaine croissance, et puis on regarde les chiffres de la croissance, on se dit « Oh mon Dieu, en Suisse, cette année, on a 1,2% de croissance. Est-ce que c'est moins ou plus que les autres ?» Enfin, on est complètement obnubilé par ce PIB. Et donc la croissance devient un objectif de politique publique. Mais dans les années 70, il y a un problème, c'est que ça s'arrête. Parce que ralentissement, choc pétrolier, inflation, concurrence de l'Asie, le Japon, Corée qui commencent à monter en termes de puissance économique, qui font concurrence, mondialisation. Donc, plutôt que d'abandonner l'idée complètement de la croissance, en disant « mais finalement, la croissance, c'est pas une bonne idée », le monde économique la déplace du monde public au monde privé. Ça veut dire que ce ne sont plus les États qui doivent être garants par leur politique monétaire et économique de la croissance, mais on va le dire, non, mais finalement, c'est l'entreprise qui va porter ça. Et donc, ce sont les dirigeants qui deviennent les nouveaux gardiens de la courbe ascendante, comme m'a écrit ChatGPT quand je lui ai demandé. Les dirigeants deviennent les nouveaux gardiens de la courbe ascendante. Et ici, ils mettent tous, le Boston Consulting Group, Peter Drucker, qui est pourtant connu, tous font de la croissance le cœur de la stratégie, y compris toutes les écoles de commerce, les cabinets de conseil. Et c'est parti, impératif macroéconomique à la base, devient un impératif microéconomique. Chaque entreprise, si on veut un bon dirigeant, une bonne dirigeante, c'est une dirigeante
qui fait de la croissance en termes de part de marché, en termes de productivité, en termes de rendement du capital. Donc la formule implicite, ça devient grandir, c'est survivre, ralentir, c'est faillir, c'est disparaître. Pourquoi ? Comment est-ce que ça marche finalement, cette idée de croissance du produit intérieur brut au niveau d'une nation, comment est-ce qu'on la transmet à une entreprise qui est quand même beaucoup plus petite ? Quoique. En fait, pourquoi est-ce que c'est potentiellement vrai que grandir, c'est survivre ? Donc pour survivre, il faut grandir, parce que les prix baissent beaucoup plus vite que les coûts fixes. Vous voyez, vous avez des machines, vous avez des gens, ce sont des coûts fixes dans une entreprise. La concurrence fait que les prix baissent beaucoup plus vite. Croître permet de compenser ça en augmentant les volumes. Je vends plus, donc je peux diviser mon coût de fabrication par plus de pièces. Donc la productivité, effet de levier absolu. D'accord ? On va essayer de gagner un petit peu d'argent chaque année pour pouvoir finalement coûter moins parce que le prix baisse en même temps. Deuxième chose, les marchés boursiers s'ouvrent et donc beaucoup d'entreprises se financent par les marchés boursiers. On ouvre son capital à d'autres personnes qui l'achètent, mais du coup qui ne connaissent pas l'entreprise, qui se fient à un certain nombre de chiffres. Et dans ces chiffres, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a la croissance. On a la croissance du retour sur investissement, la croissance du retour sur return on equity, donc la valeur finalement que j'ai mise moi dans l'entreprise. Et donc, toute cette dynamique-là, elle fonctionne par la confiance. La confiance que font les marchés, c'est-à-dire vous et moi, qui avez des comptes boursiers. Pourquoi est-ce que vous avez acheté telle entreprise, telle action plutôt que telle action ? C'est parce que vous avez confiance dans l'entreprise. Et donc, cette confiance, on sait comment ça marche la confiance, nous. On l'a étudié, c'est en particulier la compétence et la fiabilité. La compétence, c'est la croissance, puisqu'on l'a dit avant. Si j'ai une entreprise qui croît, c'est qu'elle marche bien, donc les gens sont compétents. Et la fiabilité, chaque année. Donc, croissance chaque année devient synonyme de bonne entreprise. Troisième raison pour laquelle ça marche, c'est parce qu'en interne, du coup, s'il y a plus d'argent à disposition, les carrières progressent, les salaires augmentent, et donc tout le monde est d'accord de jouer le jeu. C'est le signe des générations Baby Boomers et Gen X. Tout le monde ferme un peu les yeux sur ce que ça veut dire vraiment, parce que tout le monde y gagne, finalement. Donc là, la croissance, c'est même plus un indicateur, c'est carrément une identité. Une entreprise saine est une entreprise en expansion, et personne ne remet ça en cause. D'ailleurs, quand je vous le dis comme ça, vous devriez tous et toutes penser, ouais, non. Parce qu'après, il y a les crises qui viennent, 2008. Crise financière, crise écologique, crise sociale, les extinctions de masse, etc., etc. Et donc, il y a une question qu'on avait quand même soigneusement évité de poser, revient, qui est croître, oui, mais pourquoi ? Pourquoi en 2 mots ? À quoi ça va servir ? Alors, au XXIe siècle, 2 critiques en particulier que je trouvais intéressantes, donc au tournant des années 2000. La première de Tim Jackson, qui dit « Nous avons confondu croissance économique et progrès humain ». Alors oui, parce qu'on l'a vu. Alors, si on revient au niveau du PIB, on a vu un énorme tremblement de terre créer du PIB, mais ça, par contre, ça ne crée pas du progrès humain, ça. Donc, Jackson rappelle que la prospérité, c'est pas vraiment une histoire d'expansion infinie, matérielle souvent, mais plutôt d'autres choses. Que la prospérité dépend de la qualité des liens, de la qualité du temps, de ce qu'on fait avec le temps qu'on a finalement ici, et peut-être du sens de notre activité. Ça, c'était une des premières critiques. Deuxième critique de Kate Raworth, en 2017, alors beaucoup plus récent, avec sa fameuse théorie du donut. Je vous en parle parce que je trouve intéressant cette idée, avec un modèle visuel assez simple. Vous voyez, le donut, on a un cercle intérieur puis un cercle extérieur. Alors, le cercle intérieur, pour Kate Raworth, c'est le plancher social. Ça veut dire les besoins humains fondamentaux qu'il faut assurer au moins pour avoir la paix. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Eh bien, éducation, logement, santé, et puis équité. Et d'ailleurs, les révolutions récentes, souvent portées par la jeunesse, amplifiées par les réseaux sociaux, Madagascar, le Maroc, eh bien, c'est souvent un déclencheur tout à fait banal. Banal dans le sens important, mais il ne s'agit pas de grande philosophie. C'est parce qu'il y a des coupures de courant. C'est parce que le pain coûte trop cher. C'est parce qu'on n'a pas accès aux études. Donc, on voit comme cette idée de cercle intérieur minimal qu'il faut assurer pour, quelque part, avoir la paix, alors en régime démocratique, évidemment, c'est un peu le minimum. Donc, on a ce cercle intérieur. Puis le cercle extérieur, c'est le plafond écologique. Donc, on a un plancher social et un plafond écologique. Les limites planétaires, qu'on commence à connaître maintenant, on en parle toutes les années.
fait pas forcément quelque chose contre, mais on en parle au moins toutes les années. Donc entre les deux, on voit que ça dessine cette zone d'équilibre. Donc c'est une espèce d'espace sûr, du point de vue écologique, et relativement juste, où l'humanité peut prospérer dans de bonnes, entre guillemets, bonnes conditions. Donc la question, c'est plus de savoir combien croître, mais jusqu'où, puis dans quelle direction. Donc on voit que ces critiques-là commencent à exister. Et donc aujourd'hui, on en est avec même des McKinsey, et bon, full circle, comme on dit, on revient au début de cet épisode, où finalement, même McKinsey, qui est pourtant un symbole, un grand cabinet de conseil du capitalisme d'expansion, parle de croissance responsable et durable. Bon. Alors le langage, on n'y est pas encore, il y a encore une tension, tout le monde cherche à croître autrement, c'est un petit peu la transition écologique. Mais c'est quoi croître autrement ? Il s'arrête où le autrement ? Il va jusqu'où ? Et peut-être que justement l'enjeu du XXIe siècle, c'est pas vraiment d'accélérer, de continuer à croître, mais peut-être de choisir ce qui doit croître. Alors qu'est-ce qu'on choisit ? Ça va dépendre des gens, des savoirs, des liens entre les gens, je sais pas, mais en tout cas pas forcément des volumes et des rendements. Et donc je trouve intéressant de vous parler de ça parce que moi, ça m'a beaucoup remis en question. Puis voilà, vous savez que j'ai une petite entreprise, et ça me pose la question. Et c'est vrai que cette année, on fait une mauvaise année du point de vue du chiffre d'affaires parce qu'on a eu je vous le donne en 1000, croissance exceptionnelle ces dernières années. On a presque doublé le chiffre d'affaires en 3 ans. 4 ans, 3 ans, ouais. Mais c'est pas quelque chose que je cherchais, je dirais, de manière active, mais c'est vrai que ça s'est passé, et puis c'est bien, entreprise en croissance. D'ailleurs, je le mets dans mes slides pour présenter l'entreprise, que c'est en croissance. Parce que sous-entendu dans ma tête, c'était, je suis une bonne entreprise, nous sommes une bonne entreprise parce qu'on est en croissance. Vous voyez, mais j'étais moi-même dans cette logique-là. Et cette année, manque de bol, on fait une moins bonne année en termes de croissance, mais est-ce qu'on fait une moins bonne année ? Alors en termes de marge, pas forcément. En termes de mandats, peut-être qu'on fait des mandats qui sont plus intéressants, qui ont plus de sens, peut-être. Et donc, vous voyez comme finalement la critique de la croissance que je viens de vous expliciter là, je peux l'appliquer à ma propre entreprise. Et d'ailleurs, on a la réunion d'équipe mercredi, et je vais poser la question à mes collègues, mais finalement, qu'est-ce qu'on veut ? Est-ce qu'on veut absolument croître ? Alors, on ne le voulait pas avant, mais finalement, est-ce que c'est ça qu'on cherche ou pas ? Et donc, j'espère qu'on aura une discussion intéressante à ce niveau-là. Et alors, évidemment, vous et moi, on ne peut pas faire grand-chose à ce niveau-là, mais déjà, on peut en parler, si on a envie, et puis on peut se documenter, lire, et puis peut-être que la prochaine fois que votre entreprise vous présentera les chiffres annuels avec beaucoup de fierté dans la croissance, vous vous ferez un petit clin d'œil à vous-même, et à moi, et à nous, qui écoutons cet épisode, et puis on se dira, ouais, nous, on sait d'où ça vient. Et si vous êtes en bon terme avec votre direction, posez-leur la question. Pourquoi faut-il croître ? Et vous verrez, les réponses ne sont pas forcément aussi simples que ce qu'on pourrait croire. À la semaine prochaine. Ciao.